Il existe une certaine réticence à ce que les individus prennent conscience de leur véritable pouvoir, car s'ils en saisissaient l'ampleur, le monde tel qu'il est connu s'effondrerait instantanément. Les capacités psychiques sont loin d'être le fruit de l'imagination. Elles sont simplement tombées dans l'oubli. L'intuition, la télépathie, la vision à distance, même la capacité de modifier les probabilités, ne sont pas des talents exceptionnels. Ce sont des qualités immanentes, cachées à la vue de tous. Dès l'enfance, on leur a inculqué le silence, l'obéissance, la mémorisation mécanique et l'acceptation inconditionnelle des limites établies du possible. C'était un acte de suppression plutôt qu'une véritable instruction. Et si les pensées dans leur tête n'étaient pas un simple brouhaha désordonné, mais des fréquences claires? Et si les images dans leur esprit n'étaient pas de l'imagination, mais la phase naissante de la création? On les a habitués à se moquer des capacités extrasensorielles, à les reléguer au domaine des illusions mystiques ou des troubles psychiques. Mais au fond d'eux, ils ont toujours su que quelque chose n'allait pas, comme s'ils étaient destinés à se souvenir de ce que personne ne leur avait jamais enseigné. Ils ne sont pas là pour observer passivement la réalité. Ils sont là pour la façonner activement. Ce n'est pas un simple apprentissage, mais une initiation, et elle commence maintenant. On leur a appris que les pensées vivaient à l'intérieur de leur tête. Des échos individuels, rebondissant inoffensivement sur les parois du crâne et entièrement confinés. Mais c'était une erreur fondamentale. La pensée n'est pas statique. Elle possède une présence tangible. Elle ne leur appartient même pas au sens exclusif qu'on leur a fait croire. La pensée est énergie. Elle vibre, émet, atteint. Et comme un courant électrique traversant un fil ou une onde radio se propageant dans l'éther, leur pensée ne reste pas à l'intérieur d'eux. Elle se projette vers l'extérieur, créant activement la matière de leur réalité, souvent sans leur participation consciente ni même leur connaissance. Le monde n'est pas seulement une succession d'événements aléatoires qui arrivent à l'individu. Il répond à son état intérieur. Chaque émotion qu'il ressent, chaque image qu'il visualise, chaque conviction qu'il cultive est transmise au monde extérieur, agissant selon le principe d'un aimant qui attire des énergies similaires. L'individu ne réagit pas simplement à la journée. Il attira inconsciemment. Cette conversation maladroite qui a tourné au désordre complet. Cette chance soudaine. Cette sensation d'oppression dans la poitrine qui s'est reflétée dans une matinée de travail tendu. Aucun de ces phénomènes n'est une coïncidence. L'individu émet une certaine fréquence. Et la réalité, impartiale et implacable, répond à cette fréquence avec une précision étonnante. Au moment où l'individu comprendra cela, où il en prendra vraiment conscience en profondeur, il cessera d'être un observateur passif de sa vie. Il réalisera qu'il a toujours tenu le gouvernail. La plupart ne savent simplement pas comment diriger. Et ce n'est pas une simple maxime spirituelle agréable mais superficielle, bonne à imprimer sur des produits dérivés. C'est une loi. La transmission énergétique revient invariablement avec une réponse correspondante. Et leurs pensées ne sont pas de simples murmures silencieux, mais des plans détaillés. Ils l'ont déjà vu. Le jour où ils se sont réveillés anxieux et où tout s'est mal passé. Le moment où ils sont entrés dans une pièce et en ont changé l'atmosphère, sans dire un mot. La série de synchronicités qui a suivi un moment de profonde perspicacité. Ce n'était pas de la prédestination, mais le résultat de leur propre influence. Chaque expérience de leur vie est le reflet de leur monde intérieur. Mais si la pensée est si puissante, pourquoi plus de gens ne l'appliquent-ils pas consciemment? Parce que la plupart ne s'engagent pas dans un véritable processus de pensée. Ils se plongent dans la reproduction cyclique de récits hérités, de peurs apprises et de désirs empruntés. Ils ne pensent pas. Ils reproduisent les prescriptions de la société sur ce qu'il faut désirer, ce qu'il faut craindre et ce qu'il faut attendre. Et quand ils ressassent la même histoire intérieure, ils recréent encore et encore la même réalité extérieure. Jusqu'à ce qu'ils commencent à se demander si c'est peut-être la vraie nature des choses. Mais ce n'est pas le cas. C'est seulement le reflet de leur pensée dominante. Et c'est à ce moment précis que se produit une transformation radicale. Au moment où l'individu cesse de percevoir la pensée comme un bavardage oisif et commence à la traiter comme une commande claire, un changement fondamental se produit. Il entre dans un espace où la réalité se forme non pas avec un délai, non pas par un effort tendu, mais par un alignement harmonieux. Et c'est là que commence la véritable activité. Non pas dans la quête de manifester ce qui est désiré, mais dans la transformation de soi en la fréquence même qui rend sa manifestation inévitable. L'individu n'attire pas ce qu'il désire, mais ce qu'il est constamment. Lorsqu'il réalise que la pensée n'est pas un phénomène exclusivement interne, il cesse de la prendre si personnellement. Il commence à entraîner cette capacité, comme il entraîne sa respiration ou un muscle, en surveillant attentivement le ton avec lequel il se réveille. Il devient sensible à la charge émotionnelle qui se cache derrière ses désirs. Et bientôt, il remarque que la réalité commence à se déformer légèrement.
Les retards disparaissent. La résistance s'affaiblit. Les synchronicités s'accélèrent. Cela marque le début du développement psychique. Non pas des démonstrations spectaculaires de tours de magie, mais une cause invisible rencontrant un effet visible. D'abord subtil, puis incontestable. C'est ce que nous appelons le premier élan. Le premier élan est le moment où l'esprit d'une personne commence à émettre un nouveau signal, non dicté par le monde extérieur, mais choisi par sa propre volonté. C'est le seuil où sa vibration interne commence à s'aligner avec une réalité dont elle était auparavant exclue. Le changement n'est pas bruyant. Il n'est pas dramatique. Il n'est même pas instantané, mais il est précis. L'individu commence à remarquer que son état intérieur n'est plus un secret. Il se reflète dans ses conversations, sa santé, son temps, ses résultats. La pensée cesse d'être une réaction et devient un instrument, une lame, un courant. Et une fois que l'individu ressent ce premier élan, la porte vers tout le reste s'ouvre. Il ne vit plus dans l'attente d'une permission, de signes ou de l'approbation de quiconque pour son prochain pas. Il commence à façonner la journée avec une intention délibérée. Il devient un diapason au lieu d'un bruit. Il réalise que la force la plus puissante de sa vie n'est pas ce qu'il fait. C'est ce qu'il pense de manière répétée, émotionnelle et avec conviction. Il n'est pas simplement une personne qui navigue dans le monde. Il est un signal qui le façonne. Le premier élan n'est que le début. La plupart des gens croient qu'ils pensent. Mais ce n'est pas le cas. Leurs pensées sont façonnées par le monde, les habitudes, un millier de voix silencieuses qu'ils n'ont jamais choisies, mais qu'ils portent comme une seconde peau. Parcourez n'importe quelle rue, asseyez-vous dans n'importe quelle classe, faites défiler n'importe quel fil d'actualité, vous le verrez. La pensée n'y est pas souveraine. Elle est réactive, fragmentée, dispersée, comme des feuilles au vent. L'esprit moyen n'est pas un commandant, mais un prisonnier, déroulant des cycles qu'il n'a pas écrits, courant après des sentiments qu'il ne peut expliquer, craignant des issues qu'il a déjà préprogrammées. C'est l'architecture cachée de la vie moderne. L'esprit humain a été colonisé non par des chaînes, mais par le bruit, le conditionnement, la répétition, la suggestion. On lui dit ce qu'il doit vouloir, ce qu'il doit craindre, ce qu'il doit admirer. On lui apprend à étouffer sa voix intérieure si elle ne s'accorde pas avec le récit dominant. Et quand il essaie de penser par lui-même, de ressentir la vérité plus profondément que le bruit, le monde se précipite pour le corriger. Il le qualifie d'irrationnel. Il le qualifie d'égoïste. Il le qualifie de naïf. Et lentement, par fragments, l'individu abandonne le trône de sa propre conscience. Il devient un suiveur dans son propre esprit. Mais le trône ne disparaît jamais. Il attend, silencieux, centré, intact par les marées de la pensée. Ce trône est son droit inné. Il n'est pas bâti sur la logique ou l'émotion, mais sur la conscience. Non pas la conscience qui observe tranquillement en méditation puis oublie, mais la conscience qui choisit où diriger l'attention, quelle pensée admettre, quelle croyance démanteler. La souveraineté ne commence pas par le contrôle, mais par la clarté. C'est la reconnaissance que l'individu n'est pas ses humeurs passagères, ses impulsions éphémères ou ses peurs ressassées. Il est celui qui les voit, celui qui peut les commander. Il est l'œil derrière le bruit. Quand l'individu commence à vivre depuis cet œil, tout change. Il ne panique plus quand la peur surgit. Il ne s'effondre pas quand le doute s'insinue. Il les voit, les nomme et les laisse passer, comme le temps. Et lentement, les vents perdent leur emprise. Le trône intérieur devient plus qu'une idée. Il devient son lieu de pouvoir. Un lieu où il retourne à chaque inspiration, chaque décision, chaque moment de conscience. De là, il ne lutte pas contre l'esprit. Il le dirige. Il ne se soumet pas aux émotions. Il les affine. Il ne cède pas aux urgences infinies du monde. Il observe, choisit et agit avec intention. Le monde n'enseigne pas cela. Il enseigne à l'individu à se soumettre. Il le récompense pour avoir répété ce qu'on lui a dit. Il célèbre le consentement et punit la transgression. Et c'est pourquoi la plupart des gens ne rencontrent jamais leur véritable esprit. Ils vivent dans les couches extérieures, réactions, opinions, pensées empruntées. Ils parlent de mémoire et non de connaissance. Mais quand l'individu recule une seule fois et demande « Qui pense cette pensée ?», il déchire le voile. Il crée un espace. Et dans cet espace, la souveraineté naît. Reprendre le trône ne signifie pas devenir froid, rigide ou mentalement détaché. Il s'agit de devenir intentionnel. Il s'agit de choisir son environnement mental avec le même soin qu'il choisit les personnes dans sa maison. Il cesse de tolérer le critique intérieur. Il cesse de prendre le doute pour de la sagesse. Il cesse d'entretenir la culpabilité comme si c'était la vérité. L'esprit souverain n'est pas obsédé par la positivité. Il est enraciné dans la vérité. Et la vérité,
lorsqu'elle est ressentie avec une clarté cristalline, se distingue par son silence, sa concentration extrême et sa rigueur inébranlable. Dès que l'individu commence à vivre à partir de ce centre, le chemin vers le développement psychique devient inéluctable. Car désormais, son potentiel énergétique n'est plus gaspillé dans des conflits internes. Son effort de volonté n'est plus dispersé par une multitude de croyances incertaines. Il s'aligne, et c'est cet alignement qui sert de clé pour déverrouiller des capacités autrefois perçues comme mythiques. La perception intuitive s'aiguise considérablement, et la perspicacité pénètre les profondeurs de l'être. Et le monde environnant répond à sa présence profonde, et non plus seulement à ses actions extérieures. C'est pourquoi les sages de l'Antiquité ne traçaient pas de ligne claire entre l'art magique et la discipline rigoureuse, pas plus qu'entre la force et la conscience. Ils savaient qu'avant d'agir sur les objets matériels, il fallait maîtriser parfaitement l'art de la concentration. Avant de percevoir ce qui est caché derrière le voile de la réalité, il faut dissiper le brouillard intérieur. L'esprit représente un temple sacré, la volonté en est le prêtre, et la pensée, déposée sur l'autel avec une clarté cristalline, se transforme en un puissant appel. Le monde n'a pas besoin d'une amplification du bruit chaotique, il a besoin de plus de souveraineté. Et cela commence par là. L'individu doit s'asseoir sur le trône de son propre esprit. Non pas en tyran despotique ou en enfant capricieux, mais en architecte silencieux, conscient que chaque pensée qui l'autorise à s'enraciner est une graine. Et le monde sur lequel il marchera demain grandira de ce qu'il permettra de prendre racine aujourd'hui. On leur a appris à craindre leurs propres émotions, à les percevoir comme des défauts, des dysfonctionnements ou des tempêtes intérieures dangereuses qu'il fallait soigneusement cacher, réprimer ou traiter médicalement. Cependant, la vérité est que les émotions d'une personne ne sont pas des obstacles. Elles représentent une énergie pure, non filtrée, attendant d'être façonnée. La colère, la peur, la jalousie, la honte, ce ne sont pas des indicateurs de défaillance chez l'individu. Ce sont plutôt des invitations, des signaux d'une force inexploitée, d'une vérité non traitée et d'un potentiel non réalisé. Le système qui a façonné leur vision du monde n'a jamais enseigné cela, car la souveraineté émotionnelle est la porte d'entrée vers une liberté authentique. Et la liberté est la seule entité que le système ne peut ni vendre, ni taxer, ni contrôler entièrement. Le processus d'alchimie émotionnelle s'initie au moment où l'individu cesse de se demander comment se débarrasser des sensations désagréables et commence à explorer leur nature profonde en se demandant de quoi elles sont faites. La peur, par essence, est une perception aiguisée par l'incertitude. La colère et l'amour, déformés par l'injustice. La jalousie, quant à elle, sert d'indicateur de désir propre, longtemps oublié. Ce ne sont pas des antagonistes, mais plutôt des éléments fondamentaux, semblables au plomb, au fer ou au mercure. Et, comme tout alchimiste le sait, un métal vil n'est nullement inutile. C'est la matière première à partir de laquelle, avec l'habileté requise, on peut obtenir de l'or. Mais seulement à condition que l'individu apprenne à interagir avec elle. Cependant, la plupart des gens ne suivent pas cette voie. Ils répriment leurs émotions, les retiennent ou les laissent éclater. Ils évitent l'inconfort émotionnel comme un virus dangereux. Ce faisant, ils ne réalisent pas que c'est précisément cet évitement qui donne à l'émotion une force supplémentaire. En réprimant un sentiment, l'individu ne le neutralise pas. Au contraire, il l'amplifie, le refoulant plus profondément dans le subconscient, d'où il commence à façonner invisiblement ses pensées, ses choix et sa fréquence énergétique. Le sentiment ne disparaît pas sans laisser de traces. Il s'enracine. Et de cet état caché, il commence à vibrer sous la surface de la conscience, envoyant des signaux dont l'individu ne soupçonne même pas la transmission. C'est pourquoi l'état émotionnel d'une personne l'emporte sur ses intentions. On peut visualiser le succès, prononcer des affirmations, réciter des mantras, mais si la fréquence émotionnelle dominante de la personne est imprégnée de peur ou d'un sentiment de manque, ces mots ne restent que du bruit statique. Le signal ne passe pas. La réalité ne répond pas à ce que l'on prétend ressentir. Elle réagit à ce que l'on est réellement. C'est le principe oublié qui constitue le fondement de toute puissance psychique. L'état émotionnel d'une personne est la charge qui sous-tend ses pensées. C'est la tension qui alimente son signal. Et quand il le maîtrise, il ne se sent pas seulement mieux, il devient un véritable générateur. Alors, comment réaliser cette transmutation? Tout d'abord, l'individu observe. Il ne juge pas. Il n'analyse pas. Il observe simplement. Il sent la peur monter dans sa poitrine. Il ne la qualifie pas d'échec. Il respire. Il observe ce sentiment. Il crée un espace intérieur. Il se dit, c'est de l'énergie. Je ne suis pas là pour la gérer. Je suis là pour la transformer. Cet espace, cette pause, est une sorte de creuset. À l'intérieur, l'individu modifie la forme de l'émotion.
La colère se transforme en clarté. Le chagrin acquiert de la profondeur. La honte devient humilité. Et plus il pratique cela, plus son corps émotionnel commence à lui faire confiance. Il cesse d'éclater de manière chaotique. Il commence à communiquer, et l'individu devient non pas un simple réacteur, mais un purificateur. La vérité est que le corps émotionnel d'une personne est l'un de ses plus grands outils psychiques. Il est capable de détecter un mensonge avant même qu'il ne soit prononcé. Il peut pressentir les résultats d'événements avant qu'ils ne se produisent, mais seulement à condition qu'ils soient purs. Le champ émotionnel de la plupart des gens ressemble à un brouillard épais, saturé de vieilles blessures, de réactions stagnantes et de besoins inexprimés. Pour développer une véritable clarté psychique, une clarté émotionnelle est nécessaire, et non un engourdissement ou un détachement. La clarté est la capacité de ressentir la plénitude des sentiments sans en être submergé, de vivre profondément sans se perdre. C'est l'art de l'alchimie émotionnelle. Il y aura des jours où les sentiments déferleront avec une force immense. Quand la poitrine se serrera, les pensées s'emballeront, et le système nerveux sonnera l'alarme. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le système qui remonte à la surface pour être purifié. Ce sont des modèles comportementaux obsolètes qui cherchent à se reproduire cycliquement. Mais maintenant, l'individu est dans un état de conscience. Maintenant, il sait que chaque fois qu'il interagit avec un état émotionnel complexe, en s'abstenant de réagir impulsivement, en maintenant son intégrité intérieure et en ne déléguant pas son pouvoir interne à des facteurs externes, il brise les chaînes. Il privilégie le développement évolutif à la simple survie, l'acte créatif à la réaction réflexe. Avec le temps, cela se transforme en un comportement instinctif. Il n'a pas peur des émotions, mais les écoute attentivement. Il ne les réprime pas, mais redirige habilement leur énergie. Il commence à ressentir plus profondément et non superficiellement. Mais avec cette perception approfondie vient une liberté authentique. Car maintenant, rien en lui n'a de pouvoir sur lui. Au contraire, il est lui-même le maître de ses états intérieurs. Et lorsqu'il atteint cet état, son signal psychique acquiert pureté, précision et magnétisme. Il cesse de manifester le chaos, cesse de reproduire des cycles obsolètes et ne gaspille plus sa force intérieure. Et dans cette clarté, sa perception intuitive s'éveille. Cela se manifeste non pas comme une voix à peine perceptible, mais comme une connaissance incontestable qu'il est impossible d'ignorer. L'alchimie n'est pas un mythe, c'est une méthode éprouvée. Et les émotions d'une personne ne sont pas un problème, mais plutôt une matière première. La question est de savoir s'il les brûlera, les enterrera ou les transformera en lumière. Les capacités psychiques ne peuvent exister sans une profonde concentration. C'est un axiome. On peut remplir son esprit d'affirmation, s'entourer de cristaux, étudier chaque texte ancien. Mais si son attention est dispersée, sa force est également fragmentée. La concentration n'est pas seulement un privilège, mais une lame affûtée de l'esprit. Sans elle, la pensée reste un brouillard informe. Avec elle, la pensée se transforme en une arme puissante, précise, tranchante et capable de profondes transformations. La société moderne déploie tous ses efforts pour priver l'individu de cette capacité. Son téléphone, son fil d'actualité, son courrier électronique, son environnement, tout est conçu pour fragmenter son attention en de minuscules particules, faciles à manipuler sans aucune résistance. Un esprit dispersé est un esprit facilement contrôlable. Et ce n'est pas un hasard. Car au moment où l'individu reprend le contrôle de son attention, il reprend le contrôle de sa vie. Il restaure sa volonté. Et la volonté, focalisée et inébranlable, a le pouvoir de changer la réalité elle-même. La vraie concentration n'est pas un acte de tension. Elle ne se manifeste pas par des mâchoires serrées, des yeux plissés ou la contrainte de l'esprit à l'immobilité. La vraie concentration est plutôt un acte de dévotion. C'est une immobilité délibérée. C'est la capacité de focaliser entièrement sa conscience sur un seul objet, une seule image, une seule intention, sans distraction, interruption ou réaction réflexe. Lorsque son attention reste stable, son énergie se condense. Sa fréquence se stabilise. Et ce qui nécessitait auparavant des efforts considérables commence à répondre avec une facilité étonnante. La plupart des individus n'ont jamais vécu un tel état. Mais quand l'individu commence à entraîner son attention, même pour quelques minutes à la fois, il commence à ressentir des changements intérieurs. Ses pensées deviennent moins chaotiques. Son système nerveux cesse d'être en tension constante. Son monde intérieur devient plus silencieux, non pas vide, mais clair. Cette clarté est le terrain sur lequel les capacités psychiques commencent à se cristalliser. Il commence à remarquer des pensées qui ne lui appartiennent pas, avant même qu'elles ne soient complètement formées. Il ressent des impressions avant que les mots ne soient prononcés.
Ces visualisations cessent d'être des concepts flous et commencent à se transformer en des plans vifs et magnétiques. Ce n'est pas simplement de l'imagination. C'est un acte de création à un niveau fondamental et formateur. Et la seule raison pour laquelle la plupart des gens n'atteignent jamais cet état est que leur esprit n'est pas capable de rester immobile assez longtemps pour construire le pont nécessaire. Il faut commencer petit. Concentrez-vous sur un mot, une image, une respiration, sur n'importe quel objet. Non pas parce que l'objet lui-même a une signification particulière, mais parce que l'acte de rester concentré est la clé. L'individu ne médite pas pour atteindre une paix instantanée. Il s'entraîne pour accumuler une tension intérieure, c'est-à-dire une force mentale. Et avec le temps, son attention se transforme en force, en un signal qui ne vacille pas, en un courant qui ne court-circuite pas. Il cesse de transmettre des messages confus à l'univers. Il devient déterminé, non pas au sens d'une obsession, mais dans la clarté de l'intention. Un esprit concentré possède une présence puissante. L'individu entre dans une pièce et son atmosphère change. Il pense à quelqu'un et cette personne appelle. Il maintient une vision et la vie commence à se former autour de lui. Ce n'est pas un phénomène surnaturel. C'est un alignement. Il a cessé de disperser son énergie dans un millier de canaux inconscients et a commencé à la diriger avec une précision extrême. La force psychique n'est pas le chaos. C'est la structure. C'est la clarté. C'est un focus affûté à un point tel que l'invisible commence à réagir comme le visible. La concentration est la forge dans laquelle la pensée se transforme en réalité. C'est la discipline oubliée qui sous-tend chaque intuition, chaque rêve prophétique, chaque commande énergétique. Sans elle, l'individu ne fait que deviner. Avec elle, il crée. L'esprit résistera au début. Il vagabondera, résistera, se rebellera. Cela ne doit pas être considéré comme un échec. C'est un processus de détoxification. Des années de bruit mental ne se dissolvent pas du jour au lendemain. Mais chaque fois que l'individu ramène son attention, chaque seconde où il maintient sa concentration, malgré les tentatives du monde de le distraire, il accumule une force intérieure, silencieuse, stable, incontestable. C'est la raison cachée pour laquelle de nombreuses disciplines anciennes, des arts martiaux à la magie et au mysticisme, commencent par le développement de la concentration. Car elles ne se contentent pas de développer des compétences psychiques, elles restructurent l'essence même de l'individu. Elles brûlent le chaos mental, dégageant le chemin entre la pensée et son résultat. Et lorsque ce chemin devient clair, l'individu n'a pas besoin de faire des efforts excessifs. Il n'a pas besoin de courir après ce qu'il désire. Il se concentre simplement, et tout se met en mouvement. La concentration n'est pas une manifestation de force brute. C'est un alignement. C'est la capacité de percer le bruit de l'information jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un signal pur. Et lorsque l'esprit de l'individu devient comme une lame affûtée, sa réalité le suit inévitablement. Le désir n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas une nostalgie, un sentiment de manque ou une convoitise aveugle. Le vrai désir est une tension, une impulsion qui appelle la réalité invisible à se manifester sous forme. Chaque capacité psychique, chaque éclair intuitif, chaque manifestation, chaque acte d'influence énergétique est alimenté par lui. Non pas simplement le désir que quelque chose se produise, mais un courant intérieur qui le rend inévitable. Sans désir, la pensée n'a pas de carburant. Elle devient statique, faible, légère. Mais lorsque le désir est pur, lorsqu'il est aligné, focalisé et défini, il génère un champ suffisamment puissant pour modifier le tissu même de la réalité. On leur a appris à se méfier de leurs désirs, en leur inculquant que vouloir trop est une manifestation de cupidité, que la passion est dangereuse et que la satisfaction signifie l'absence de besoin. Mais la satisfaction sans mouvement est une stagnation. L'individu n'est pas né pour être immobile. Il est né pour rayonner. Il est né pour désirer, non pas par vide, mais des profondeurs de sa mémoire. Les vrais désirs de l'individu ne sont pas causés par la publicité ou l'insécurité. Ils sont l'écho de ce que son âme sait déjà être possible. Et quand il s'aligne avec l'un de ses désirs, l'univers n'hésite pas. Il se reaggiusta. Le désir devient vraiment magnétique lorsqu'il cesse de provenir de la peur. C'est là le secret principal. La plupart des gens désirent par panique. Ils veulent de l'argent parce qu'ils craignent la pauvreté. Ils veulent l'amour parce qu'ils craignent la solitude. Ils veulent la reconnaissance parce qu'ils craignent d'être ignorés. Et avec. Le signal qu'ils émettent n'est pas le désir lui-même, mais la peur qui se cache en dessous. C'est à cela que le monde réagit. Ils luttent, s'agitent, prient, mais leur réalité reste inchangée car la fréquence n'a pas bougé. Ils transmettent toujours leurs blessures intérieures, et non la vérité. Mais lorsqu'une personne se connecte à un désir authentique, un désir qui émane de la clarté et non du désespoir, elle devient inarrêtable.
Ses pensées portent alors une conviction. Sa vision n'est pas une simple espérance, elle est solidement ancrée. Elle n'essaie pas d'obtenir quelque chose, elle l'appelle à prendre sa place. Dans cette énergie, il n'y a ni supplication ni accaparement. Seulement un alignement. Et l'alignement est ce qui infléchit les probabilités. Imaginez un chanteur qui tient une note si pure qu'elle brise le verre. C'est ce qu'un désir aligné fait au tissu de la réalité. Il résonne, il transperce le bruit. Plus il est maintenu, plus la matière se réorganise autour de lui. Non pas parce que la personne la force, mais parce qu'elle est devenue elle-même un signal vivant. Et l'univers réagit selon la loi. C'est pourquoi un désir sans focus est dangereux. Il s'échappe, s'épuise, se transforme en obsession, et l'obsession obscurcit la clarté. Mais lorsque le désir est combiné à l'attention, lorsqu'il devient intentionnel, il se transforme en fréquence. Et la fréquence est la véritable force derrière tous les phénomènes psychiques. La personne ne ressent pas simplement une attraction. Elle devient un champ gravitationnel qui attire ce qu'elle désire. Ils en ont déjà eu des aperçus. Le moment où ils savaient que quelque chose allait arriver, et cela s'est produit. L'étrange facilité d'une situation qui se déroulait alors qu'ils étaient totalement détendus et confiants. Ce n'était pas un hasard, c'était une résonance. Un éclair de leur potentiel à vivre comme un signal et non comme un chercheur. Pour développer une véritable force psychique, il faut commencer par ce que l'on veut, ce que l'on est prêt à affirmer, non pas par le bruit, mais par la connaissance. Il faut maintenir son désir assez longtemps pour qu'il devienne une partie de son identité. Le ressentir si clairement que le doute ne s'accroche plus, si constamment que la résistance n'a nulle part où se poser. Il ne s'agit pas de visualiser une foi et de reculer, mais de respirer cela, de marcher avec cela, de devenir cela, jusqu'à ce que la frontière entre le désir et la réalité se dissolve. La vérité est que la plupart des gens échouent non pas parce qu'ils désirent trop, mais parce que leur désir est dispersé, à moitié retenu, murmuré au lieu d'être clairement affirmé. L'univers ne réagit pas aux hésitations, il réagit à la fréquence. Et la fréquence n'est créée que par un désir soutenu et intentionnel. Le désir est sacré. C'est l'empreinte électrique du but de l'âme. Lorsqu'une personne cesse de le déléguer à des forces extérieures, de le diluer pour plaire aux autres, elle commence à réaliser à quel point elle a toujours été puissante. Le désir n'est pas un ennemi, mais un moteur puissant. Et une fois qu'elle apprend à maîtriser ce moteur, tout autour d'elle commence à se mettre en mouvement. La plupart des gens croient que la transformation se produit en des moments instantanés et dramatiques. Des illuminations, des percées, des éveils spontanés. Pourtant, les vrais changements ne surviennent pas avec fracas. Ils se manifestent dans le rythme. Ils se meuvent silencieusement, sous la surface de la conscience, dans les sillons invisibles que les pensées creusent chaque jour. L'habitude n'est pas qu'un simple schéma comportemental. C'est une fréquence devenue constante. C'est ce ton tacite que le système nerveux fredonne en arrière-plan, façonnant la perception, les réactions et le signal psychique d'une personne sans aucune demande consciente. On peut avoir une pensée forte une seule fois, et cela n'apportera probablement aucun changement visible. Mais si on la répète 10 000 fois, elle se transforme en un filtre, une lentille, un script que la réalité commencera à suivre. La répétition est l'architecte des croyances. Et la croyance, consciente ou non, est le plan autour duquel toute la vie d'une personne est construite. C'est la vérité cachée. On n'obtient pas ce que l'on affirme une seule fois. On obtient ce que l'on affirme constamment, surtout lorsqu'on ne se rend même pas compte qu'on le fait. Il suffit de regarder sa propre vie, ses schémas répétitifs, la façon dont on parle de soi, les histoires que l'on se raconte en privé, les pensées auxquelles on revient dans le silence. Ce ne sont pas d'inoffensifs échos d'expériences passées, ce sont des instructions directes. Chaque boucle mentale qu'on laisse fonctionner sans contrôle programme le champ énergétique. Chaque réaction émotionnelle à laquelle on cède. Chaque concept de soi que l'on répète. Tout cela ajoute du poids. Plus on pense à quelque chose, plus il est facile d'y penser à nouveau. L'esprit penche là où il a déjà penché. C'est là que le pouvoir est soit perdu, soit accumulé. Le développement psychique ne se limite pas à des moments isolés d'illumination. Il s'agit de créer un esprit et un corps capables de maintenir un signal, qui ne cède pas à la peur quand les choses bougent, qui ne s'effondre pas sous la pression et ne recherche pas de validation externe. Pour avoir une perception extraordinaire, il faut bâtir une stabilité mentale extraordinaire. Ceci n'est possible que par l'habitude, la répétition, un entraînement interne que personne ne voit. Chaque maître ancien le savait, mystique, mage, adepte. Il ne courait pas après les moments de pointe, il construisait des fondations. Il répétait certaines pensées, adoptait certaines postures, accomplissait des rituels non par superstition, mais par rythme. Il savait que le subconscient n'est pas convaincu par une révélation soudaine, mais par ce qu'il voit quotidiennement, ce qu'il ressent dans le corps,
ce qu'il entend dans la voix encore et encore, jusqu'à ce que le doute cède la place au silence et que la vérité devienne son nouveau fondement. Le monde moderne évite cette approche. Il glorifie les résultats rapides, les manifestations instantanées, les affirmations superficielles. Mais l'univers n'écoute pas ce que l'on dit une seule fois. Il prête attention à ce que l'on pratique, à ce que l'on incarne, à ce à quoi on revient constamment, même quand personne ne regarde, et surtout à ce moment-là. Ainsi, si l'on cherche à développer une force psychique, il faut cesser de demander des signes dramatiques. Il est nécessaire de commencer à maîtriser son atmosphère mentale. Choisir une fréquence spécifique, calme, clarté, courage, et l'imprimer dans son être. Le dire, y penser, le vivre. Non pas parfaitement, mais avec persistance. Chaque fois qu'on choisit cette pensée plutôt qu'une ancienne, on façonne différemment son esprit. Chaque répétition est une voix adressée à son futur soi. Et un jour viendra où quelque chose le mettra au défi, et il ne vacillera pas. Il ne sombrera pas dans le doute, mais réagira depuis son nouvel état enraciné. Ce ne sera pas un miracle, mais de l'inertie. L'habitude est le grand égalisateur. Il n'est pas nécessaire de naître doué ou d'être la personne la plus intuitive de la pièce. Il faut s'entraîner. Pas une heure, mais toute une vie. Jusqu'à ce que la fréquence de son désir devienne la musique de fond de sa vie. Jusqu'à ce que le maintien de la concentration devienne son état par défaut. Jusqu'à ce que l'alignement ne soit plus quelque chose qu'il poursuit, mais le sol sur lequel il marche avec assurance. Les vrais adeptes ne sont pas obsédés par les forces extérieures. Ils sont obsédés par le perfectionnement d'eux-mêmes. Car ils savent que la capacité d'influencer l'énergie, de percevoir au-delà des cinq sens, de modifier la réalité ne naît pas de quelque chose de spectaculaire, mais de l'action répétée. Si les habitudes d'une personne ne sont pas alignées avec cette force, peu importe le nombre de livres lus ou de croyances, le signal restera faible. Mais si son rythme quotidien correspond à l'avenir qu'elle désire, rien ne pourra l'arrêter. C'est là que le travail invisible devient visible. Où les efforts invisibles se transforment en une transformation visible, où l'habitude cesse d'être une routine pour devenir un rythme sacré. La répétition n'est pas ennuyeuse, elle est sacrée. C'est ainsi qu'on dit à l'univers « Je ne suis pas juste curieux, je suis dévoué ». Et lorsque ce dévouement s'enracine dans le système nerveux, le monde commence à répondre. Et si les événements de sa vie n'étaient pas le fruit du hasard? Et si les phénomènes communément appelés chance, coïncidence ou même providence divine n'avaient jamais été le produit de l'aléatoire, mais le résultat d'un alignement précis? Et si les capacités psychiques ne prenaient pas racine dans une fortune mystique ou des éclairs d'intuition désordonnés, mais dans une profonde harmonisation avec des lois invisibles, mais aussi réelles et implacables que la gravité? L'être humain n'a pas été créé pour être une marionnette du hasard. Sa destinée est de devenir un agent actif de la causalité. Il existe une illusion fondamentale qui prive la plupart des individus de leur force intérieure. C'est l'idée que la vie leur arrive simplement, que les résultats sont arbitraires, et que les miracles ne sont que de rares exceptions, plutôt que les manifestations d'une structure plus profonde et ordonnée. Cependant, lorsqu'une personne saisit véritablement cette unique vérité, que l'univers ne fonctionne pas de manière chaotique, mais selon des lois immuables, elle cesse de réagir passivement et commence à créer activement. Et cette création ne se fait pas à l'aveuglette, sur la seule base de l'espoir, mais avec une intention claire. La loi elle-même est d'une simplicité extrême. Ce qu'une personne attend fondamentalement, non pas ce qu'elle désire ou imagine, mais ce qu'elle anticipe profondément ou se reflète dans sa réalité. Cela dépasse la simple pensée positive. C'est plutôt une forme d'ingénierie psychique. Les attentes d'une personne représentent des fréquences spécifiques. Ce ne sont pas des supplications invisibles, mais des commandes claires, exprimées par le ton émotionnel qu'elle maintient, l'état de son système nerveux et la présence ou l'absence de confiance enracinée dans son être. Et l'univers prête attention à ce ton, et non aux seuls mots prononcés. C'est pour cette raison que beaucoup de gens rencontrent des difficultés à matérialiser leurs désirs. Ils peuvent accomplir assidûment des rituels, prononcer des affirmations, visualiser les résultats souhaités, mais au fond d'eux, ils continuent d'attendre la déception. Ils nourrissent l'espoir, mais ne possèdent pas la vraie foi. Ils demandent, mais n'atteignent pas l'alignement nécessaire. En conséquence, rien ne se produit. L'énergie ne répond pas aux actions superficielles. Elle réagit au code profond, à ce que la personne porte en elle lorsqu'elle est seule avec elle-même. Ce code profond est formé selon des lois universelles, la loi de la vibration, la loi de la supposition et la loi de la résonance. Ce ne sont pas de simples concepts philosophiques abstraits, mais la mécanique fondamentale de la réalité elle-même. On ne les voit pas directement, mais on en ressent l'impact. On a senti l'atmosphère d'une pièce changer à l'arrivée d'une personne.
On aperçut son propre état d'esprit se transformer quand quelqu'un parlait avec une confiance inébranlable d'émanant de son être profond. Ce n'est pas de la magie, c'est un alignement précis avec la loi universelle. L'être humain n'est pas ici pour manipuler la réalité par des ruses ou des raccourcis. Sa destinée est de s'aligner si profondément avec elle que la réalité elle-même n'a d'autre choix que de refléter son état intérieur. C'est là que réside la véritable puissance du développement psychique, non pas dans la tentative de contourner les lois, mais dans leur maîtrise complète. Cela signifie cesser de réagir au chaos extérieur et commencer à le remonter jusqu'à sa structure interne, sa cause première. Car, une fois que l'on comprend la cause première, on acquiert la capacité de modifier le résultat à chaque fois. Quand une personne commence à vivre en accord avec ses lois, elle cesse de jouer au dé avec le destin. Elle arrête d'attendre passivement des signes, elle devient elle-même le signe. Elle avance avec l'énergie de l'inévitabilité, non du désespoir. Et cela se manifeste invariablement. Les gens commencent à réagir différemment. Le temps semble se plier. Les synchronicités se multiplient. Cela ne se produit pas parce que l'univers est soudainement devenu généreux, mais parce que la personne s'est enfin accordée à la même fréquence que celle qu'il transmettait depuis toujours. Le moment où une personne cesse de croire que sa vie est dictée par le hasard est celui où elle commence à fonctionner à un niveau de réalité plus élevé. À partir de là, la cause n'est plus externe, elle devient interne. Elle crée à partir d'un état d'alignement, non d'un effort tendu, d'une intention pure, non d'une contrainte. C'est là que les capacités psychiques qu'elle recherchait commencent à se révéler, car elle ne lutte plus contre le courant. Elle devient elle-même ce courant. La plupart des gens craignent une telle puissance, car elle est indissociablement liée à la responsabilité. Si tout dans la vie d'une personne est façonné par son état intérieur, elle ne peut plus rejeter la faute sur le monde extérieur. Elle ne peut plus se prétendre victime du destin. Il lui incombe de maîtriser pleinement sa fréquence. Mais c'est dans cette maîtrise que réside la liberté absolue. Car, une fois que l'on comprend les principes de ce mécanisme, on cesse d'être un passager passif. On prend les rênes. C'est là l'ironie. Ce que l'on appelle surnaturel n'est souvent rien d'autre qu'une loi naturelle mal interprétée ou ignorée. La clairvoyance, l'intuition, la synchronicité ne sont pas des dysfonctionnements de la matrice de la réalité, mais plutôt des aperçus de la façon dont elles fonctionnent réellement. On est déjà connecté à ces lois. La question est-on aligné avec elles ou continue-t-on de résister? Et si cette pensée provoque un inconfort, c'est bon signe. L'inconfort est l'indicateur que la vérité exerce une pression sur les limites de l'ancienne identité. Il faut lui permettre de percer. Car au moment où l'on réalise que la vie répond à la loi, et non à la chance aveugle, on cesse d'attendre passivement. On commence à commander. L'éveil n'est pas un événement unique, c'est un retour. Un retour à la source d'une force que l'on n'a jamais vraiment perdue, mais seulement oubliée. La vérité est que l'on est déjà tout ce que l'on cherchait. Le potentiel extrasensoriel auquel on aspire n'est pas quelque chose à acquérir, mais à révéler en le purifiant du bruit mental, des programmes imposés, des doutes intérieurs. L'esprit a toujours été destiné à percer les illusions. L'énergie a toujours dû influencer activement la réalité. On leur a simplement appris à ne pas lui faire confiance, à la filtrer à travers le prisme de l'incrédulité, à l'étouffer par une logique qui ne sert que le système et non leur véritable soi. Ce monde n'encourage pas l'éveil. Il encourage la gestion des symptômes, des attentes, des comportements. Il récompense ceux qui agissent docilement dans les cadres établis et punit ceux qui osent se souvenir des possibilités illimitées. Mais une fois que l'on commence à voir la mécanique du contrôle, à sentir comment les pensées sont ajustées, les désirs façonnés, l'attention redirigée, on ne peut plus l'ignorer. C'est le point de rupture. C'est le moment où le voile se lève. Non par la force, mais par la prise de conscience. On comprend que le système n'a jamais eu de réel pouvoir. Il n'avait que son consentement. Reprendre son moi psychique signifie retirer ce consentement. Non pas bruyamment, ni avec colère, mais silencieusement et fermement. Cesser de nourrir les identités qui le maintiennent dans un état limité. Cesser d'attacher son sens de soi à des restrictions qu'il n'a jamais choisies. Rompre les contrats invisibles qui le poussent à reproduire l'idée de réalité d'autrui. C'est là que tout commence à changer. On cesse de demander des preuves et on commence à ressentir la résonance. On arrête d'attendre la permission et on commence à écouter la voix qui a toujours été enfouie sous le bruit. Celle qui chuchote non pas des mots, mais la connaissance. Celle qui ne demande pas, ne négocie pas, ne crie pas. Elle dit simplement la vérité. Pure, directe, incontestable. Cette voix est son guide, sa boussole, son fil de vie vers une architecture plus profonde de la réalité. Plus on l'honorait, plus elle devient forte. Plus on la suit, plus le chemin devient clair. Les synchronicités ne sont pas des coïncidences,
Ce sont des confirmations, des échos du soi qui connaît déjà le chemin. L'erreur de la plupart des gens est d'attendre de se sentir prêt avant de commencer. Mais la préparation n'est pas un sentiment, c'est une décision. On décide de s'éveiller. On décide de faire confiance à sa connaissance plus qu'aux règles. On décide d'agir comme l'être que l'on est, et non comme celui qu'on a été enseigné à être. Ce seul changement, un seul, envoie des ondes à travers tout son champ. L'énergie se déplace différemment. Les opportunités se réalignent. Les gens commencent à le traiter autrement, non pas parce qu'il leur a dit, mais parce que sa fréquence l'a fait. Et c'est le véritable début du pouvoir. Quand une personne n'utilise plus sa sensibilité psychique pour éviter la vie, mais pour la façonner, non pour contourner le monde, mais pour le gouverner depuis un niveau d'être supérieur. Elle ne réagit plus aux circonstances. Elle émet un signal qui les modifie. Elle ne lit pas les gens, elle lit les schémas. Elle n'espère pas un avenir meilleur. Elle le crée en temps réel par la pensée, le sentiment et l'intention. Il faut maintenant se demander, si c'est possible, et ça l'est, pourquoi ne l'a-t-on pas encore fait? Quelle croyance dit encore qu'on n'est pas prêt? Qu'il faut plus de temps, plus de signes, plus de confirmations? Cette croyance n'est pas la vérité, c'est un programme. Et on peut le lâcher dès maintenant. Pas après 30 jours de méditation. Pas quand la vie est parfaitement réglée. Car le pouvoir n'est pas dans le futur, il est dans le présent. Il est dans le moment même où l'on décide de ne plus attendre pour devenir ce que l'on est déjà. Si l'on est arrivé à ce point, on le ressent déjà. Le changement, le réalignement. Et on sait, au fond de soi, que ce n'est pas juste de l'information. C'est un souvenir. La question n'est pas « est-ce réel ?», mais « qu'est-ce qui changerait si j'agissais comme si c'était réel ?» C'est le chemin de la souveraineté, de la clarté psychique, d'une autorité intérieure qu'on ne peut ni falsifier, ni emprunter, ni acheter. Et oui, parfois c'est inconfortable. Cela exigera que tout ce qui est irréel tombe. Mais ce que l'on recevra en retour est incommensurable. Une vie vécue par des saints, non par défaut. Un esprit qui ne se soumet plus à la peur. Un esprit qui ne s'excuse plus de sa force. Le dernier mensonge qu'on leur a dit est que l'éveil est la fin du chemin. Qu'une fois la vérité comprise, tout est fini. On a atteint le but. Mais la vérité est que l'éveil n'est pas une fin. C'est un seuil, un point de non-retour. Car une fois que l'on voit que ses pensées sont une force, ses émotions une tension, sa concentration un sculpteur de monde, on ne fait pas que s'éveiller, on évolue. On entre dans une autre manière d'être. Une qui ne procède pas de la survie, mais de la souveraineté. C'est là que le développement psychique cesse d'être une question de capacité pour devenir une question de responsabilité. Non pas celle imposée par la culpabilité ou la pression, mais celle née de la clarté. On commence à réaliser que chaque mot prononcé, chaque image tenue, chaque ton émis va quelque part. On façonne quelque chose. Que ce soit son avenir, ses relations ou la matrice invisible autour, rien de ce que l'on fait n'est neutre. L'énergie bouge. Et maintenant, on la déplace intentionnellement. On devient intentionnel, sans rigidité excessive, mais en agissant avec une intention profonde. On cesse de vivre pour l'impression extérieure et on commence à vivre pour une expression de soi authentique. On n'a pas besoin d'approbation externe, car on a ressenti la clarté cristalline de l'alignement intérieur. On ne désire pas le contrôle, car on a compris l'essence du flux d'acceptation inconditionnelle. Ce n'est pas du détachement, mais une véritable maîtrise. Le véritable psychique n'évite pas les manifestations chaotiques, mais les transforme activement. Il n'a pas peur des émotions, mais les ressent, déchiffre leurs messages et purifie leur énergie. Car maintenant, on sait que tous les phénomènes sont des données informationnelles. Chaque aspect est un signal. Chaque situation est un retour d'information d'une réalité qui ne fait que refléter, sans juger. Mais voici le changement fondamental qui transforme tout. On cesse de tenter d'acquérir des capacités extrasensorielles. On réalise que l'on est soi-même l'incarnation de cette force. Et au lieu de courir après quelque chose de plus grand, on approfondit et perfectionne ce qui est déjà intrinsèquement présent. On aiguise son intuition jusqu'à ce qu'elle ne soit plus un murmure à peine audible, mais une boussole intérieure fiable. On renforce sa vision intérieure jusqu'à ce que les pensées ne soient plus de simples visualisations, mais perçues par la réalité elle-même comme des instructions claires. On maintient sa présence avec une telle précision que les autres la ressentent avant même qu'un mot ne soit prononcé. On commence à vivre depuis son monde intérieur, le projetant vers l'extérieur. Le monde cesse de dicter qui l'on est. Au contraire, on déclare au monde ce qui est vrai. Non par la force brute, mais par la fréquence émise. Non par des disputes verbales, mais par une incarnation vivante. Sa présence devient une preuve incontestable. Son champ énergétique se transforme en son message. Les gens demandent « Comment fait-il pour savoir ce qui devrait être caché ?» Ou
Pourquoi tout lui réussit-il avec une telle facilité? Mais il pose la mauvaise question. L'essence n'est pas la chance aveugle, mais la loi universelle. L'essence est la résonance. On a cessé de s'accorder au bruit chaotique et on a commencé à transmettre un signal clair. Et maintenant, le monde commence à s'accorder à soi. C'est ce que signifie vivre au-delà de l'expérience humaine ordinaire. Ne pas planer au-dessus de la vie avec détachement, mais s'y immerger si profondément que chaque interaction se transforme en un rituel sacré. Chaque défi devient un miroir réfléchissant. Chaque jour se transforme en un terrain d'entraînement pour un perfectionnement continu. On ne se contente plus de naviguer dans le système existant. On réécrit son code interne et avec lui, le code de sa réalité environnante. Alors, que faire maintenant? On ne retourne pas à l'état d'inconscience précédent. On approfondit sa connaissance. On enseigne aux autres non par des convictions verbales, mais par l'exemple de sa propre vie. On s'entoure de clarté, d'énergie créatrice, de ceux qui sont capables de refléter sa fréquence supérieure. Non par flatterie, mais pour un affûtage et une croissance mutuelle. Et si de telles personnes ne sont pas encore dans son entourage, on devient soi-même le signal qui les appelle. Son champ énergétique crée activement un nouveau monde.